Du coup, salut à tous. Donc c'est Hugo de Time Booster. Je vous partage sur cette chaîne et en podcast les meilleurs conseils que je puisse avoir pour maîtriser votre temps, pour en profiter pleinement. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Claire Vitou. Bonjour, enfin, on se refait le bonjour qu'on s'est déjà fait en bas. Je suis super content de te rencontrer. Comment ça va malgré ce froid incroyable? Écoute, ça va super bien. Je suis hyper contente que tu m'accueilles sur la chaîne. J'ai hâte de parler de temps, d'organisation, de productivité. C'est des sujets que j'adore, que je maîtrise, je pense, assez bien. Et du coup, j'aime bien partager mon expertise. C'est toujours chouette. Comme on discutait juste avant pour poser les bases, j'ai fait un email de réponse. J'ai fait un email du coup pour demander à Claire d'intervenir. Et du coup, son email de réponse faisait plus que mon premier email de départ. Et elle arrivait avec 2 minutes d'avance, qui à Paris aussi, je te l'avais pas dit, c'est quand même vraiment pas mal, sincèrement, même pour une coach d'organisation. Écoute, pour commencer, je te propose de te lire tout simplement le portrait que je t'ai fait. J'aime bien faire ça pour mes invités. Toi, tu t'appelles Claire, et donc comme tu le dis, c'est vrai que c'est un peu un prénom prédestiné, vu ton activité d'aujourd'hui en tant que coach en organisation et en productivité, depuis 2017. Donc je t'ai connu via ton podcast Bye Bye Procrastination. À la base, je recherchais un petit peu des podcasts dans la thématique d'organisation. Et du coup, le nom du podcast il va un peu taper dans l'œil, plus l'aspect graphique. Et donc, j'ai commencé l'écoute avec l'épisode notamment sur la productivité toxique. Ouais. Parce que je trouvais que c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on aborde en général, forcément. Et là, du coup, la première surprise, c'était que t'étais seul aux manettes. Et ça, c'est assez rare dans l'univers du podcast. En général, c'est des groupes au moins binômes. Et la deuxième surprise, c'est que d'une manière vraiment simple, rapide, efficace, tu as pu parler de ce sujet et déjà donner quelques clés. Et sachant que c'est un mal qui me touche aussi, j'ai trouvé ça très bien fait, très bien ficelé. Et en plus, tu l'avais fait avec un ton un peu réconfortant, rassurant. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut apparenter à ton ami que tu vas voir le lundi, tu lui payes un café, tu lui parles de tes problèmes et voilà, il est à ton écoute pour te donner les meilleurs conseils. Et c'est vrai que ça tranche un peu avec le ton qui peut être parfois un peu austère ou un peu froid, voire un petit peu directif, qu'on peut retrouver dans d'autres sphères liées à l'organisation. Les sujets que tu traites et qui nous concernent tous, donc la procrastination, les doutes, le manque, la sensation de perdre du temps, etc. Ça, c'est des choses que sûrement tu as dû traverser quand tu as choisi de pivoter et donc de passer de salarié à freelance / entrepreneur en 2017 justement. Et du coup, c'est comme ça que tu me partages des solutions, alors notamment au travers du coup de ce podcast Bye Bye Procrastination. J'ai regardé, t'es à 60 épisodes déjà en presque 2 ans, parce que du coup t'as commencé en février 2021. Ton compte Instagram aussi, sur lequel t'as 30 000 suiveurs, followers, yeah, comme vous préférez, et également tes articles sur ton blog, The Minimal Plan. L'idée, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu nous livres pas juste des clés pour trouver l'organisation parfaite, mais en fait, tu livres des clés de compréhension pour trouver notre organisation parfaite. Et c'est finalement là toute la différence. Ce portrait reste quand même assez complaisant, assez élogieux, donc je me dois quand même de mentionner, pour vous aussi, qui nous voyez ou nous écoutez, que Claire a quand même eu que 915 sur 990 au TOEIC. Voilà. Comment t'as trouvé cette information? Voilà. LinkedIn. LinkedIn, évidemment. Le classique. Donc voilà, pour un peu quand même apporter de nuance. Ouais, bien sûr, un peu de nuance. Faut pas. Donc qu'est-ce que t'en penses de ce portrait? Est-ce que j'ai été... Comme tu dis, c'est hyper élogieux, donc du coup, évidemment, ça fait ressortir tous les côtés positifs de à la fois mon travail, ce que je peux partager, et puis aussi, du coup, on peut avoir l'impression, je sais pas, en un portrait comme ça, que je suis la meuf ultra organisée, ultra efficace, une entrepreneur successful, etc. Évidemment, la réalité, comme pour tout le monde, elle est beaucoup plus nuancée, et je pense que c'est aussi ça, tu vois, qui fait que dans les podcasts, il y a le côté un peu directif et c'est ça la bonne méthode, parce que je crois quand même qu'à un moment, il faut aussi arrêter de négocier tout le temps avec soi-même et se dire en fait je prends une méthode, je l'applique et c'est comme ça qu'on a des résultats. Il y a un moment, il faut aussi faire preuve d'un peu de discipline et ça j'y crois quand même très fort. Mais il y a aussi plein d'injonctions dans le monde de l'organisation, de la productivité, de la gestion du temps de manière générale, qui je pense peuvent faire tomber les gens dans un côté culpabilisant qui moi me plaît pas, que moi je peux ressentir parfois
quand je regarde la manière dont d'autres personnes s'organisent, etc. Et je pense qu'il faut aussi vraiment remettre en perspective ce qu'on voit des autres sur Internet, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit tous les gens qu'on suit. Parce qu'en fait, c'est une minuscule fenêtre sur la vie des gens et du coup, ça ne représente absolument pas l'intégralité de ce qui peut se passer dans leur vie, dans leur tête, de ce qu'ils peuvent ressentir, etc. Donc, je pense que c'est cool aussi de mettre de la nuance. Je suis hyper contente si le podcast te plaît. Je pense que, enfin, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur de donner des clés pratiques et pas juste de m'arrêter à, voilà votre problème et allez ciao parce qu'en fait ça a pas d'intérêt. Mais c'est vrai qu'il faut aussi savoir remettre un peu en perspective les choses et voilà. Et il y a 60 épisodes de podcast. À chaque épisode de podcast, je donne des clés pratico-pratiques et des conseils qu'on peut mettre en application. Je vous conseille pas d'essayer d'appliquer les 60 épisodes d'un coup, ça ne marchera pas. En une journée, on regarde. Non, mais même, enfin, et c'est souvent ce que je dis quand j'interviens comme ça, c'est, en fait, il y a déjà 60 épisodes de podcast. Si vous avez envie d'aller vous plonger dedans, je vous conseille de commencer par déjà essayer de commencer à appliquer ce que vous avez appris dedans et d'avancer comme ça. Mais en fait, c'est impossible d'appliquer tout ce qu'on voit sur Internet, et même moi, j'applique pas tout ce que je peux partager, quoi. Ouais, c'est parfois effectivement assez dur de passer de la posture de consommateur à vraiment acteur. Et c'est ça qui fait la différence en fait. Genre tu peux passer des heures à consommer du contenu et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent énormément de temps à consommer du contenu, mais qui finalement. Je plaide un peu coupable sur ça. Ouais, mais je peux comprendre, hein, mais c'est un peu l'engrenage qu'on a tous et puis les plateformes nous encouragent dans ce truc-là. Et au final, potentiellement en mettant un peu de côté le côté application. Et je trouve ça, du coup, au bout d'un moment, on consomme tellement de contenu qu'on se dit, on a l'impression d'être devant une montagne de trucs. Non, mais jamais j'arriverai à faire tout ça, à faire aussi bien, etc. En fait, faut juste commencer par un truc et puis le suivant. Et parfois, je dirais de manière générale, c'est bien aussi de savoir se créer une bulle dans laquelle on laisse rentrer pas ou peu de contenu pour pouvoir rester focus sur ce qu'on a besoin de faire. Ouais, un pas après l'autre, effectivement. Une bonne stratégie. Bon, on a déjà mis les pieds dans le plat. Mais donc, du coup, pour ce podcast, je me suis dit qu'on pouvait le diviser en 3 thèmes principaux. Le premier, sur l'organisation. Bon, voilà, on a déjà commencé dessus. Le deuxième, ce serait sur ce changement de casquette, notamment que tu as eu, donc de salarié à freelance/entrepreneur. Donc, voilà, tout ce que ça implique. Et également sur le podcast, en fait, comment est-ce qu'on tient un podcast récurrent comme ça avec des épisodes, c'est quoi la différence avec des épisodes que tu vas faire avec un script vraiment bien ficelé versus là où tu vas inviter les gens, etc. Okay. On parlait de ça. Et après, du coup, une petite conclusion. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Super. Écoute, je vais commencer par la première question déjà. Qu'est-ce que c'est pour toi l'organisation / la gestion du temps? En fait, pour moi, l'organisation, c'est un peu comme les fondations d'une maison, tu vois. C'est-à-dire que c'est un truc qui est un peu transparent pour les... Enfin, c'est un peu un truc qui est transparent. C'est un peu un job ingrat, entre guillemets, au sens où ça fait vibrer personne, tu vois. Genre, quand tu dis organisation, généralement, les gens, ça les fait pas vibrer. On est très peu à qui ça arrive. Si tu leur dis productivité, déjà, ça parle plus. Parce qu'il y a le côté un peu... je vais gagner du temps, etc., mais le côté organisation, je trouve que c'est un job un peu ingrat, mais en même temps qui est essentiel pour faire tenir une maison debout, puisque du coup c'est les fondations. Et je trouve que quand on est... Donc là je parle surtout par rapport... alors c'est vrai pour n'importe qui, je pense. C'est quand même cool d'avoir un minimum d'organisation, tout simplement pour avoir les idées claires, parce qu'en fait l'organisation c'est aussi ce qui permet de diminuer un peu la charge mentale, de vider ce qui se passe dans ton cerveau, de le poser à plat, d'avoir une vision claire de ce que tu as à faire, de choisir dans ce que tu as à faire quelles vont être tes priorités, et puis derrière de te concentrer sur tes priorités. En fait, c'est ça le processus d'organisation de manière générale, et toutes les méthodes qu'on va mettre en œuvre, elles vont viser à ça, elles vont viser à vider le cerveau, clarifier les choses, décider en fonction de ce qu'on a listé, de ce qu'on va faire, c'est quoi les prochaines étapes, se focaliser sur ça, et puis évidemment passer à l'action. Donc c'est en fait ce processus-là, que ce soit à l'échelle, j'ai envie de dire, d'une année, d'un mois, d'une semaine ou d'une journée, pour moi c'est ça le processus d'organisation, et c'est ce processus-là qui permet en fait pour moi d'avancer sur les trucs qui nous font vibrer. Et c'est un peu le reproche que je ferais, je dirais, au monde de l'organisation et aux gens qui s'intéressent au sujet, c'est qu'il y a souvent une vision très très performance de l'organisation, on veut faire plus, on veut aller plus loin, on veut, tu vois, il y a le côté genre on s'arrête jamais. Et je suis un peu comme ça aussi, on va pas se mentir. Mais l'organisation, ça peut aussi être simplement
un vecteur d'émancipation par rapport à son travail, parce que du coup je vais travailler moins, donc je vais avoir plus de temps personnel, et même si je fais rien de spécial dans mon temps personnel, je suis pas obligée d'avoir un business à côté, je suis pas obligée d'avoir des projets incroyables à côté, je peux juste avoir envie de rester dans mon canapé à chiller, à faire ma life, et c'est complètement ok. Donc il y a ce côté performance qui des fois me dérange un peu, et en fait pour moi l'organisation elle doit se mettre au service de ce qu'on a envie de vivre. Si on veut vivre de la performance, aller plus loin, aller chercher des objectifs, passer, tu vois, un peu comme dans les jeux vidéo, tu vas toujours au niveau suivant. Ouais, tu vas toujours au niveau suivant, bah c'est ok. Et si ton objectif c'est juste de dire, mais moi mon objectif principal c'est de travailler le moins possible pour kiffer le plus ma vie et juste aller me promener dans la forêt, boire des verres avec des potes, etc. Et ben c'est complètement ok aussi. Mais ce qui est important, c'est d'être clair sur ce qu'on a envie et quelle organisation est-ce qu'on construit par rapport à cette ambition-là. Parce que du coup, évidemment, les stratégies vont changer. On va pas faire la même chose en fonction de. J'ai un objectif de, je sais pas, développement de business versus j'ai un objectif de libérer le maximum de temps possible. L'un n'excluant pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir un business qui nous libère beaucoup de temps, mais généralement, ça met du temps à construire quand même. Ça arrive pas en un claquement de doigts. Si vous voyez des vidéos sur YouTube qui vous disent comment on gagne 3000 € par jour en 24 heures, c'est faux. Non. 2099, c'est possible. Voilà, mais 3000, c'est non. C'est pas possible. Non, mais voilà, faut aussi un peu remettre les choses en place. Ouais. Oui, puis tout le monde part pas aussi de la même situation, hein, entre quelqu'un qui, parmi tes clients, quelqu'un qui peut avoir peut-être l'approche de la quarantaine, des enfants, etc. à gérer versus, par exemple, un jeune actif. Ça va pas les enjeux être sont complètement les mêmes différents. objectifs, mais aussi les mêmes ressources qui vont être pouvoir mobiliser. Quoi. Ça, c'est clair. Carrément. Et du coup, sur une échelle peu de 1 à 10, à quel point tu te considères organisé par rapport du coup à cette définition de l'organisation? 17 ans que ce serait par rapport à ce que toi tu aimerais, t'as ressenti, etc. La gestion de ton énergie, ce serait... On dirait un bon 8, quoi. En fait, je le dis souvent, j'ai une organisation qui est un peu en accordéon, c'est-à-dire que j'ai des périodes où je vais avoir une organisation qui est très serrée parce que j'ai vraiment des objectifs super précis et que j'ai besoin de les faire avancer et que ce soit un peu calé quand même assez précisément. Et puis il y a des moments, genre là par exemple en ce moment, je sens que j'ai besoin d'un peu de mou, tu vois, dans mon organisation pour laisser la place à l'ennui, pour laisser la place à plein de trucs et de pas avoir mon emploi du temps qui soit rempli, qui soit bien calé et tout. Parce que c'est aussi ça qui va me permettre de créer des idées, d'aller chercher des trucs qui me font kiffer, etc. Donc en fait, j'ai une organisation qui est en accordéon. Globalement, je suis quand même, je pense, quelqu'un d'assez organisé. Et au-delà de l'organisation, c'est ce qu'on disait sur le truc de mail de réponse, je suis quelqu'un d'assez structuré, quoi. C'est un peu genre, point 1, point 2, point B, point 3, tu vois, petit A, petit B. Donc je pense que ça aussi, ça aide. Et il faut bien voir que la manière dont moi je m'organise, ce sera pas forcément la manière dont toi tu vas t'organiser parce qu'on fonctionne différemment. On a des expériences différentes. On a une personnalité différente. Après, généralement, c'est ce que je disais sur le processus. Le processus restera le même. Ça va changer dans du détail entre guillemets de comment est-ce que tu mets en œuvre ce processus-là. Mais le processus de je sais ce que j'ai à faire, je choisis dans ce que j'ai à faire, c'est quoi mes priorités, etc. Il reste toujours le même qu'on soit hyper structuré ou pas, qu'on ait un esprit super créatif ou pas. Enfin, tout ça pour moi, c'est le processus, il reste le même. Après, on change juste les détails du comment, quoi. Ouais, mais les bases restent les mêmes, ouais. Et justement, comment ça a évolué, on va dire, au cours de ta vie, par exemple, parce que quand t'étais à l'école, enfant, t'étais déjà, je sais pas, devant le tableau, dans les tresses, à écouter tout. Est-ce que, au contraire, t'étais plutôt un petit peu bordélique et après, au fur et à mesure, durant tes études, quand tu as fait du graphisme, par exemple, peut-être que tu t'es mis à devoir un peu plus te cadrer. Comment ça a évolué? Alors, j'étais clairement la bonne élève, on va pas se mentir. Mais par contre, j'étais hyper bordélique. Donc, en fait, pour moi, ça n'a aucun lien. Donc, j'étais bonne élève, oui, mais j'étais très bordélique. Et j'étais tout le temps... j'étais la meuf qui faisait ses devoirs sur le banc dans la cour, sur ses genoux, tu vois, avant le cours suivant, quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, tu jouais un peu avec la date d'échéance, je jouais avec la date d'échéance à fond, et en même temps, je m'en sortais toujours, donc du coup, j'avais aucune raison de, tu vois. C'est le piège, ça. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je pense que j'ai un esprit qui est très conforme à ce qu'on attend d'une personne à l'école, et du coup, c'était entre guillemets facile pour moi de rentrer dans les cases et de faire en sorte de délivrer ce qu'on attendait de moi en cours. Mais du coup, je me reposais beaucoup sur ces acquis pour faire les choses. Donc je faisais tout au dernier moment. J'étais aussi quelqu'un de très bordélique dans mon environnement physique, tu vois. Enfin, clairement,
ma chambre chez mes parents, c'était le trou noir, quoi. Il y avait personne n'y rentrait, il y avait rien qui en sortait. C'était vraiment l'objet qui rentrait dans ma chambre était perdu pour toujours. C'est terminé. Comme dans comment ça s'appelle ce film-là dans l'espace. Ah, Interstellar. Ouais, exactement. C'est voilà. le truc, Le truc, il disparaît, c'est genre, c'est fini. Il y avait une espèce de faille spatio-temporelle qui intervenait. Et en fait, j'ai été bordélique pendant longtemps. Dans ma vie, j'ai envie de dire de manière générale, genre j'avais pas du tout d'organisation, je faisais pas de to-do list, voilà. Et ça a été le cas, je dirais, jusqu'à la fin de mes études. Ok. Ce qui m'a posé clairement des difficultés parce que... études, tu veux dire supérieures? Ouais, fin de mes études supérieures. Ce qui m'a clairement posé des difficultés parce que donc je faisais du design de produits, donc du design de produits physiques, et en fait on travaillait en mode projet, sauf qu'on nous a jamais donné les bases de la gestion de projet, et du coup si tu veux, moi j'étais pas du tout câblée comme ça à la base, et sans les clés, en fait j'étais un peu perdue, et ça m'a joué des tours. À la fin de mes études, je sors d'un master dans une école d'ingénieur, et j'arrive assez vite dans un job où en fait je suis chef de projet. Je suis chef de projet sur des projets qui allient en fait des missions de conseil et de l'événementiel. Donc en gros j'organise des événements en mode tu vois, des formations, des ateliers pédagogiques, des trucs comme ça. Mais du coup il y a toute la partie évidemment expertise que j'ai, tu vois, genre toute la partie conseil c'est ok, mais toute la partie événementielle c'est quand même un délire, hein, tu vois, de réserver des salles pour accueillir 250 étudiants, gérer tous les groupes en même temps, enfin tu vois, t'as 15 facilitateurs à gérer et tout, et moi j'arrive là et je suis genre perdue instantanément évidemment. Et du coup en fait en l'occurrence je bosse avec une collègue qui s'appelle Aurélia, si un jour elle voit cette vidéo, merci Aurélia, qui me donne du coup un peu des clés de voilà comment est-ce que tu peux faire, tu prends ton carnet, d'un côté tu mets la liste de tout ce que tu as à faire, de l'autre côté tu mets la liste de ce que tu fais aujourd'hui. T'as appris la to-do voilà. finalement. Ouais, mais non mais genre ça paraît simple, hein, ça paraît simple, ça, mais il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de to-do de leur vie. Donc j'apprends l'existence de la to-do, et en fait je rentre un peu dans l'engrenage mais en fait, les trucs que je fais dans le travail, je peux aussi les appliquer à ma vie perso. Et c'est à ce moment-là que je découvre le bullet journal, si ça parle aux gens. Donc, il y a une méthode d'organisation où, en gros, on utilise un carnet, on met tout dans le carnet, et donc on fait un peu le processus que je dis, on clarifie, on décide, etc. Et en fait, je me rends compte, action par action, jour par jour, que quand je fais une to-do, que je me tiens à peu près à ma to-do, en fait, j'ai une satisfaction beaucoup plus importante à la fin de la journée. Mes projets, ils avancent. Dans ma vie perso, je commence à faire des trucs aussi beaucoup plus que juste, en fait, j'arrive le soir, je suis claquée, je me mets dans le canapé, j'attends que ça passe, et puis le lendemain, je recommence. Donc du coup, je reprends en fait. L'organisation pour moi, ça a été vraiment un truc, un levier de reprise de contrôle de ma vie, tu vois, et j'étais sur une autoroute, je me posais pas trop de questions parce que globalement, c'est ce que je te disais, tu vois, l'école c'était facile, les études je m'en suis bien sortie, j'ai jamais vraiment cherché de taf, on m'en a toujours proposé, etc. Donc en fait j'avais jamais vraiment eu à construire quelque chose, tu vois, genre à aller chercher quelque chose, et là je me rends compte que je suis capable de construire ces trucs-là. Donc je me rends compte en fait de ça c'est ce que moi j'appelle le pouvoir de l'organisation, tu vois, le pouvoir de je décide de ce que je fais, je le fais, et ça a un impact à plus ou moins long terme, et un petit pas après l'autre, une petite brique après l'autre, je construis un truc qui me fait vibrer et qui me ressemble, tu vois. Et donc du coup, c'est le moment où je commence à voir que l'autoroute, c'est cool, mais en même temps, je me sens un peu étriquée. Enfin, tu vois, je me sens un peu à l'étroit, quoi. Et donc, je commence à avoir envie de prendre les chemins de traverse. Ok, ouais, effectivement, je te rejoins. C'est vrai que le fait, moi, de me faire une to-do, en fait, ça me permet de clarifier vraiment beaucoup. Et après, tout dépend aussi du tempérament de chacun, mais c'est vrai que pour une typologie comme moi, qui est plutôt calme, réfléchi, etc., l'absence de tout, en fait, c'est une forme de peur, en fait, alors qu'il y en a pour le coup, ce serait l'inverse, ils partent avec le présupposé que la to-do c'est affreux, ça va les bloquer, ça va les enfermer. Donc c'est vrai que ça dépend vraiment des gens. Et justement, tu as parlé du bullet journal, de ce que j'ai compris aujourd'hui, comme moi aussi y compris, tu utilises pas mal Notion. Il y a plusieurs teams, il y a Notion, ClickUp, etc. Bon, il y a plusieurs outils. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a fait vraiment passer du format plutôt papier, physique, au format digital? Est-ce que
tu utilises encore malgré tout un peu une forme de bullet journal, mais peut-être pour d'autres choses. Qu'est-ce que tu vois comme avantage, inconvénient? Voilà. Quelle est ton expérience par rapport à ça, à cette transition-là, ou pseudo-transition? Ouais, donc déjà, j'utilise encore un carnet qui est pas un bullet journal parce que c'est plus un carnet de vidage de cerveau, pas de ce que j'ai à faire, mais en fait, moi, j'arrive pas à réfléchir sur un ordinateur, ça marche pas, tu vois. Genre, par exemple, tu me dis, ouais, vas-y Claire, viens, tu viens faire une présentation sur tel sujet. Moi, j'ai besoin d'abord de réfléchir en mode papier-crayon, de poser mes idées, de structurer un peu le truc, et après, je structure ça sur l'ordinateur, tu vois. Tu fais des mind maps ou même pas? Non, même pas. Je Juste gribouille, je technique, fais des flèches, je mets des numéros 1, numéro 2. Enfin bon, bref, tu vois, je mets un peu les. design thinking. C'est un peu, tu vois, genre les gens qui font de la cuisine. T'as la team de ceux qui vont avoir directement les petits pots avec tous les ingrédients pesés, machin et tout, et les gens qui vont tout sortir et la recette elle va se faire. Bah moi, je suis la team qui sort tout, tu vois. Bon, qu'est-ce que j'ai? Non, tu vois, genre je me dis c'est quoi les ingrédients que j'ai besoin d'utiliser. Je les mets dans le pot, je range les ingrédients et après je fais ma recette. Tu vois, c'est un peu ça mon processus. Donc le moment où je sors tous les là, c'est quand je suis sur mon carnet. Et après, en effet, une fois que j'ai un peu les idées claires, je passe au format digital et je rentre les choses en Notion. Et ce qui m'a fait passer en fait du bullet journal à, en l'occurrence Notion, c'est toute la partie documentation. C'est-à-dire que dans le bullet journal, je pourrais encore utiliser, je pense, un bullet journal pour m'organiser, même si je pense que je me sentirais un peu à l'étroit. Mais par contre, il y a un truc que je peux pas faire dans le bullet journal, c'est documenter tout ce que je fais dans mon business. Typiquement, j'écris pas mes épisodes de podcast dans un carnet, tu vois. J'écris mes épisodes de podcast sur l'ordinateur, et ça veut dire que demain, si je veux réutiliser le contenu que j'ai écrit sur le podcast, bah, je vais pouvoir directement aller le chercher sur mon Notion. J'ai pas besoin de, tu vois, il y a tout qui est vraiment. Enfin, en fait, mon Notion, c'est vraiment une extension de mon cerveau au-delà de juste la partie gestion des tâches. J'ai la partie gestion des tâches, oui, la partie gestion de projet, oui, mais j'ai aussi tous les process de mon business, et j'ai aussi toute ma création de contenu, j'ai aussi le suivi de mes clients. En fait, c'est vraiment le QG de tout ce que je fais au quotidien. Et l'avantage que je trouve aussi à ça, c'est que je vais beaucoup plus... Alors, il y a deux avantages. Je peux beaucoup plus facilement croiser les informations. Donc, par exemple, dire cette tâche, elle est liée à ce projet, et du coup, après, derrière, je peux faire une vue par projet. Enfin, chose que, en fait, qui, dans un carnet, demanderait de dupliquer l'information et tu sais jamais vraiment où aller la chercher. Alors que là, du coup, sur Notion, on peut vraiment faire des croisements. C'est un peu difficile à expliquer, mais on peut vraiment croiser et faire en sorte que l'information, elle apparaisse à un endroit et puis elle apparaisse à un autre endroit et c'est synchronisé, et du coup, t'as pas besoin de te demander où est-ce qu'il faut aller chercher l'information, où est-ce qu'il faut la mettre à jour. Ça se met à jour partout. Donc ça, c'est un premier avantage que je trouve au digital. Et le deuxième avantage, c'est la collaboration, parce qu'en fait, du coup, il y a une partie des choses que je délègue dans mon business. Et du coup, ça me permet d'avoir un espace qui est une interface entre moi et les personnes avec qui je travaille et qui facilite grandement les choses, quoi. Là, par exemple, tu vois, je suis sur la refonte de mon site internet. En fait, j'ai une page sur Notion avec toutes les informations sur le site internet. J'ai fourni, du coup, à la personne avec qui je bosse toute ma charte graphique, des liens vers toutes mes banques d'images, etc. Donc, tout est rassemblé au même endroit et ça fait un peu comme... Enfin, tu vois, chaque page est une espèce de boîte à outils où je peux la prendre et la filer à quelqu'un, et en fait, on peut plus facilement travailler ensemble comme ça, quoi. Donc ça aussi, c'est un gros avantage versus un format papier où du coup, c'est plus compliqué de partager, quoi. Tu prends pas la page, vas-y, mets à jour, tu me la renvoies par la poste, ça marche pas, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Le seul truc que je trouve vraiment cool à la limite avec le papier, c'est pour ça que j'achète encore des livres aussi, etc., c'est qu'il y a quand même c'est pas, il y a peut-être, je sais pas, une âme, enfin il y a quelque chose avec le fait d'avoir un objet physique qui quand même rajoute un petit peu de motivation, quoi. Et aussi, bon, ça c'est propre à tout le monde, même si t'essaies d'enlever les notifications, même si voilà, t'essaies de faire un maximum de choses, il y a quand même beaucoup plus de tentations, effectivement, quand t'es sur un ordinateur, quoi. Puisque un ordi portable ou juste un téléphone portable, en fait, c'est un couteau suisse, quoi. Bientôt, il pourra griller le pain, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est annoncé, mais je suis d'accord. Le fait d'avoir un cerveau numérique, de pouvoir partager processus collaborer avec des outils digitaux, maintenant c'est devenu la norme, et il y a quand même une raison à ça, quoi. Ouais. Et tiens, j'aimerais bien savoir un truc lié à l'organisation et à la gestion du temps où tu galères particulièrement et où tu dis putain, il faudrait vraiment que je m'améliore, quoi. Le fait de faire des bilans régulièrement, tu vois, genre le fait de faire un bilan. La nouvelle année, par exemple. À l'échelle de l'année, ça va parce que généralement je prends le temps, tu vois. Mais par contre, c'est plus le faire plus régulièrement, de me dire ok,
semaines, mois, tu vois, être un peu plus rigoureuse entre guillemets sur ces échéances-là, parce que je me rends compte que quand je le fais, ça m'apporte énormément. Quand je le fais pas, ça me manque. C'est pas que ça me manque, tu vois, mais par contre, je sens vraiment une différence en termes d'efficacité, d'avancer dans les projets et tout. Mais j'ai un peu du mal des fois à me mettre cette rigueur. En fait, je pense que mes clients me disent exactement la même chose sur l'organisation, tu vois. On a tous les mêmes problèmes, mais c'est vraiment, je pense, une question de le moment que j'ai choisi pour faire ça, qui est genre le vendredi matin. Ça marche pas parce qu'en fait, la plupart du temps, le vendredi, je ne travaille pas. Donc du coup, en fait, ça fonctionne pas. Et en fait, avant, je bossais avec une fille, on était partenaire d'objectifs. Je sais pas si ça te parle, D'accord, si, ce concept, tu vois. tu t'engages, Ouais, et du coup, on se voyait toutes les semaines, tu vois, toutes les semaines, et du coup, ce truc-là, ouais, en fait, ce truc-là, il était fait avec quelqu'un, et du coup, j'avais pas besoin le moment spécifique, il était dans mon agenda, et c'était un call, donc c'était pas, et là, maintenant que j'ai pu ce truc-là, alors soit il faut que je le recrée, ce qui est tout à fait une piste, soit il faut que je me botte le cul pour me mettre le nez dedans. Là, j'ai commencé à reprendre, mais voilà, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, les habitudes, c'est toujours le plus difficile à mettre en place. Quand même, c'est vrai que l'amélioration continue, c'est quelque chose qui est très important, quoi, mais c'est jamais vraiment urgent. C'est ça, c'est jamais la priorité number one, voilà. Et pour autant, sur le long terme, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. Justement, là tu parlais d'habitudes. C'est quoi là aujourd'hui tes habitudes vraiment piliers dans ta vie? Sachant que bon, t'en avais déjà parlé un petit peu de certaines sur le fait de faire un peu d'exercice le matin, tu lis pas mal aussi, je sais, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta vie qui vraiment la ponctue? Alors j'ai un peu lâché la lecture et l'exercice. Enfin, l'exercice se résume à je pars de chez moi et je vais à pied au bureau, ce qui me fait 20 minutes de marche, ce qui est déjà pas rien. Je pense que tu marches sur les mains déjà, ça rajoute un challenge, il peut y avoir des choses. Non mais clairement je suis pas du tout une meuf sportive. Et alors complètement parenthèse, rien à voir avec l'organisation, mais j'ai toujours eu une vision du sport justement très performative. Et puis le truc de genre, je me disais, faut que j'aille faire du sport pour, tu vois, être plus mince, être plus fit, tu vois. Et maintenant, en fait, j'ai juste envie... dans ce sens-là. Ouais, et maintenant, je suis plus en mode, je ressens l'envie de faire du sport, mais l'envie vraiment, tu vois, de me dépenser et de, tu vois, d'avoir ce truc-là, mais sans le côté résultat. J'attends pas un résultat, tu vois. J'ai juste envie d'expérimenter le truc en mode le kiff de me dépenser et c'est cool. Chose que j'ai jamais réussi à faire. Donc stay tuned, peut-être qu'en 2023 ça arrivera, on sait jamais. Mais du coup mes habitudes piliers, là c'est ce que je te disais. En ce moment c'est un peu le grand flottement dans mon organisation. Donc j'ai pas énormément d'habitudes piliers. Ma seule habitude, c'est clairement mon habitude d'organisation de je me lève le matin, je décide de ce que je vais faire dans la journée si ça n'a pas été fait la veille. Et je le fais. Et après, toutes les semaines quand même si je prends pas forcément le temps de faire un gros bilan, je planifie quand même ma semaine suivante. Donc j'ai toujours des blocs de temps, même si ma semaine n'est pas remplie de blocs de temps, c'est pas millimétré, genre en mode chaque quart d'heure compte. Mais par contre, j'ai un peu les grands blocs de ce que je veux faire. Parce que sinon, je sais que si je fais pas ça, c'est pour le coup le pur freestyle et je vais me retrouver à faire le strict minimum, c'est-à-dire vraiment les choses que je dois absolument faire, mais je vais pas faire avancer mon business et mes projets. Et au bout d'un moment, clairement, on va pas se mentir, s'il y a 3 semaines qui se passent comme ça, il y a un moment où la porte elle me revient dans la figure et ça fonctionne pas, quoi. Je comprends carrément. Ouais, mais justement, c'est, tu vois, dans ces périodes un peu, fluctuantes, etc., je trouve que c'est là justement où tu vois vraiment les habitudes qui sont les plus ancrées, parce que c'est celles qui restent, typiquement, dans un cas moins extrême, quand tu voyages par exemple. Ça, c'est typique quand je voyage, par exemple. Il y a, par exemple, la lecture. Bon, ça, c'est vraiment une habitude que j'essaie de la mettre en place. Après, ça, j'arrête, etc. Dès que je voyage, c'est mort. Ouais. c'est fou, hein. Mais alors qu'il y a d'autres choses, justement, moi, le sport, ça fait vraiment partie de mes habitudes piliers. Et ouais, je te souhaite du coup de trouver un sport où vraiment tu arrives à avoir ce plaisir. Intrinsèque en fait à l'activité, mais ça prend un peu de temps, c'est un peu ingrat en fait au début. J'imagine bien. Le problème. En plus, j'ai jamais fait de sport de ma vie, donc la marge va être un peu haute à passer, je pense. Ouais, mais là, du coup, l'amélioration va être d'autant plus fulgurante au début. Écoute, je sais pas. Je pense sincèrement que c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien me faire accompagner, tu vois, parce que je me connais et je sais très bien que en fait je sais, je me dis, y a pas
je pourrais très bien dire, bah vas-y, je sors et je vais courir et voilà. Mais en fait, je pense que j'ai besoin d'un cadre et de quelqu'un qui me mette les coups de pied au cul que moi j'ai du mal à me mettre pour le Ouais, faire, quoi. un coach Ouais. ou alors même, je sais que là où j'habite, j'ai des amis qui en fait vont tous à Basic Fit ensemble, ils sont Ok. une dizaine, et du coup en fait il y a toujours quelqu'un pour aller avec l'autre quoi, Ouais. finalement. Et c'est vrai que ça, il y en a pas mal qui ont commencé parce qu'ils ont vu qu'il y en a qui Ouais, allaient le truc Basic social, Fit. quoi. Voilà, alors là bon on parle voilà, de salle de muscu, donc voilà c'est classique, mais en fait ça marche quoi. Ouais. Juste cet aspect engagement quoi. Surtout au début. Bah ouais, mais c'est le C'est côté ça. partenaire d'objectif dont on parlait tout à l'heure. C'est Ouais. le côté, en fait, j'ai un engagement à l'extérieur de moi qui fait que, bah du coup, j'ai des rendez-vous réguliers auxquels je peux moins facilement me soustraire, quoi. Et justement, je te propose d'aborder un petit peu le deuxième thème, Ouais. c'est-à-dire donc ce passage vraiment du salariat à l'entrepreneuriat slash freelancing. Comment ça t'est venu? J'imagine qu'il y a une période où tu jonglais un petit peu peut-être entre les deux. Au début d'une activité, c'est généralement ça. C'est quoi, on va dire, qui t'a donné l'impulsion et voilà, comment t'as vraiment démarré ça? Bah tu sais, il y avait cette histoire de bullet journal là, donc je commence un peu à comprendre que c'est un truc qui peut potentiellement changer ma vie. Et je sais que c'est hyper bisounours de dire ça, mais genre Tu c'est... voulais changer la vie de tout le monde. Non, pas du tout en fait, mais je me dis, bah c'est quand même un truc cool. C'est cool de le partager. Et en fait, il y a aussi un autre facteur purement égoïste, c'est qu'à ce moment-là, je suis dans un job qui me plaît, mais qui me fait pas non plus vibrer à haute fréquence, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai beaucoup de temps libre parce qu'en fait, j'ai un job où globalement je bosse de 9h à 17h, mais c'est assez chill, tu vois. Et j'ai envie de. Enfin, je crois qu'à ce moment-là, il y a aussi le côté un peu challenge qui me fait kiffer. Et du coup, je te commence à partager mon organisation sur Instagram. Pour le kiff, hein, vraiment purement. J'avais aucun objectif de business derrière. Moi, j'avais jamais entendu parler de business en ligne. Je m'étais jamais vue entrepreneur dans ma vie, donc voilà. Je commence à partager ça en anglais et en français. Pourquoi ce choix des deux langues? Parce qu'en fait, je crois que je consommais beaucoup de contenu en anglais sur le sujet. Il y avait très peu de contenu en français. J'ai pas réfléchi, tu vois, genre, c'est pas un choix que j'ai fait. Je me suis pas dit, alors attends, vas-y, je vais partager sur Instagram, quelle fréquence, machin. Non, pas du tout. Enfin, ça s'est fait de manière complètement organique. J'ai pris des photos de mon carnet, je les ai postées. Voilà. Donc, en gros, voilà comment ça s'est passé. Et là, à ce moment-là, le bullet journal, c'est le peak time, tu vois, du bullet journal dans sa hype. Voici la courbe du journal, hop, et là. C'est ça. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent, mais c'est juste qu'on en entend plus forcément beaucoup parler. Mais du coup, en fait, j'arrive au moment où on n'en entend pas encore trop parler en France et au moment où aux États-Unis ça prend vraiment, tu vois, la mayonnaise prend vraiment. Et du coup, il y a plein de gens qui viennent s'abonner à mon compte Instagram, donc je commence à avoir tu vois, une petite communauté qui se fait, etc. Je me sens à l'étroit sur Instagram pour écrire des trucs, donc j'ouvre un blog à côté. Là, à ce moment-là, je suis toujours salariée. Et donc, voilà, je partage régulièrement juste pour le kiff de partager. C'est cool. Et en fait, au bout d'un moment, bah, du coup, il y a des marques qui commencent à venir me voir, me dire, bah, tiens, on pourrait faire une collaboration sur ci, sur ça, tu pourrais écrire des articles pour nous, etc. Et donc, en fait, je fais mes premiers devis et mes premiers euros avec pas tellement le bullet journal, pas tellement mon contenu, mais en fait, l'expertise que je suis en train de développer. Et en même temps, en parallèle, le job qui me faisait pas vibrer à haute fréquence, il me fait clairement plus vibrer du tout. Ça devient le point mort, là. Ouais, Le point mort. et du coup, tu vois, il y a vraiment ce truc de, d'un côté, j'ai un job qui m'ennuie quand même très, très, très fort. De l'autre côté, j'ai ce truc où je sais pas vraiment où ça va, mais je sens qu'il y a du potentiel. Et dans ma tête, il y a une espèce de déclic qui se fait et je décide de me casser de mon job. Et là commence le processus de négociation d'une rupture conventionnelle, puisque en fait, j'ai pas non plus de business model Voilà, solide. tu gagnais pas vraiment ta vie. Pas du tout. Quand je dis je fais mes premiers euros, j'encaisse 100 euros, tu vois. Oui, On est voilà. pas du tout sur un truc en mode. Voilà. Tu fais les courses à Intermarché. Voilà, hop là. ouais, c'est fini quoi. Mais je sens quand même qu'il y a un truc. Donc, je quitte mon job un peu difficilement, mais j'arrive à quitter mon job. Et là, je me retrouve dans un truc où en fait, je suis trop contente. Je sais pas du tout comment faire, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout des études de commerce, de business, etc. J'ai pas les codes. Je sais pas ce que c'est le marketing, je sais pas comment on vend, je sais même pas ce que je vais vendre en fait. Tu vois, j'ai aucune idée de c'est quoi le produit, c'est quoi le service, c'est quoi la valeur que je vais offrir. J'ai aucune notion de business et donc en fait ça met quand même beaucoup de temps à se décanter tout ça, à faire en sorte que je me dise
mon cœur de métier à la base, c'est le produit, donc je vais sortir un produit, donc je me lance dans l'e-commerce, où je conçois des produits, donc en l'occurrence des carnets d'organisation que je vends en e-commerce. Et c'est trop cool, mais en même temps, faut quand même vendre beaucoup en termes de volume pour réussir à gagner sa vie, donc du coup c'est compliqué. Donc il y a toutes ces questions de rentabilité qui s'immiscent dans mon business. Il y a aussi le côté, comme j'avais aucune notion de business quand j'ai commencé, j'ai pas du tout bien fait le travail d'analyse de rentabilité, de pricing, etc. Donc je me retrouve dans une situation où en fait mon produit, je suis obligée de tout gérer toute seule parce que j'ai pas les moyens de déléguer, tu vois. Ouais. En termes de rentabilité, voilà. Et du coup en fait j'ai pas du tout calculé mes marges dans l'optique de pouvoir un jour dire c'est plus moi qui m'occupe des expéditions, c'est plus moi qui m'occupe de ça, etc. Donc je suis en gros vraiment ultra short ultra serré en termes de marge. Et du coup finalement je suis prisonnière de mon business, tu vois. C'est-à-dire que je suis obligée d'être chez moi tout le temps pour pouvoir faire les expéditions. Tout passe par toi en fait. Tout passe par moi. Et du coup d'un côté je suis pas rentable, genre j'arrive pas à gagner ma vie parce que il faut faire beaucoup de volume. Avec un panier moyen, je sais pas, peut-être à 30 €, il faut faire énormément de volume pour réussir à gagner sa vie. Et en plus, du coup, je me sens prisonnière de mon business. Donc, s'engage toute une période un peu de traversée du désert, dans ma tête en tout cas, qui n'est pas forcément visible à l'extérieur, mais de traversée du désert, non mais attends là, j'ai l'impression d'être dans une impasse. C'est difficile de faire des choix. J'avais toujours dit non mais je ferai jamais de coaching, etc. Voilà, il y avait un peu pourquoi il y avait Parce que moi j'avais vraiment une espèce de défiance, tu vois, vis-à-vis du coaching, en mode c'est vraiment un truc de pour joueur... les bobos parisiens. Non mais un truc de joueur de pipeau, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah oui, carrément. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup j'avais vraiment une énorme défiance par rapport à ça et je me disais mais jamais je vais faire ça. Je pense aussi un peu traumatisée par mes années de conseil en salariat où j'avais l'impression de jouer du pipeau toute la journée et du coup je voyais un peu le parallèle entre les deux et j'étais un peu, tu vois, j'étais pas confortable avec cette idée-là. Parce que t'as expérimenté dans mon entreprise, en B2B, voilà, donc du coup, mais évidemment, c'est pas du tout la même, aujourd'hui, je fais pas du tout la même chose que ce que je faisais avant. Et aujourd'hui, je suis, persuadée, à 10 000% de l'intérêt d'un coaching. J'en discutais hier j'ai fait un live hier sur Instagram avec une fille qui est community manager. Et c'est ce qu'on disait, tu vois, en fait, aujourd'hui, sur Internet, quel que soit le sujet, tu peux tout apprendre gratuitement. En vrai, on va pas se mentir, tu peux tout apprendre gratuitement. Déjà, tu prends typiquement organisation de productivité. Tu tapes organisation de productivité en français, t'as genre un nombre incalculable de contenus qui sortent. Et je le dis là maintenant, et en fait, personne n'a un secret particulier, un truc spécifique que tout le monde cherche et que la personne cacherait et qui vaudrait des milliers d'euros, tu vois. Genre, je suis persuadée que c'est pas ça le truc. Par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu consommes du contenu, en fait, le contenu, il t'arrive potentiellement dans le désordre. Peut-être que c'est du contenu qui est pas exactement ce dont tu as besoin. Peut-être que c'est pas le bon moment aussi. Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que la personne, elle te partage qu'une partie de son process, mais pas vraiment tout le process dans le détail, complètement pas à pas, etc. Et du coup, l'intérêt d'un coaching pour moi, mais que je comprenais pas du tout à l'époque, c'est vraiment le côté, je te donne les clés, je te les donne dans l'ordre, je te donne un cadre dans lequel tu vas pouvoir avancer. Et le fait d'investir dans du coaching, ça te donne toi aussi l'impulsion et la motivation pour te mettre un coup de pied au cul et faire les choses, quoi, tu vois. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie de la valeur du coaching. Enfin, c'est bête, mais à partir du moment où les gens payent, en fait, il y a quand même un certain engagement vis-à-vis du résultat qu'ils veulent obtenir. Et moi, je suis hyper claire avec mes clients. Le résultat, je suis responsable du résultat en partie vis-à-vis de ce que je vais te partager, mais je suis pas responsable du résultat si toi derrière tu fais rien. Je peux pas faire à ta place, tu vois. Comme les coachs sportifs, en fait, tu vois. Les coachs sportifs, ils vont te dire, vas-y, tu vas faire tu vas faire tel exercice, tel exercice, tel exercice. Mais si toi, tu fais pas, tu vas pas pouvoir aller lui dire, mec, franchement, c'est chaud, j'ai rien, mes abdos, là, mes tablettes, là, elles ont fondu. Exactement. Non, mais voilà, tu vois. Enfin, il y a un moment, faut aussi prendre ses responsabilités. Bref, et du coup, je me disais que j'allais pas du tout faire de coaching, mais évidemment, du coup, l'histoire dira que je suis revenue sur ma décision. Donc je commence un peu à réfléchir à mon business. Je suis une formation de business enfin, au bout de 2 ans. Il était temps, j'ai envie de dire. C'est 2 ans vraiment. Ah ouais, en mode freestyle. Ouais. Non mais moi, en fait, tu prends les histoires d'entrepreneurs de tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu démarres. C'est moi, tu vois. Faut vraiment pas faire ce que j'ai fait. Je suis partie de mon job sans avoir aucun plan précis, sans avoir de business model, sans avoir aucune idée de comment est-ce que j'allais gagner ma vie. Je suis partie sans avoir aucune notion de marketing, de quel produit j'allais vendre. Enfin,
produits, services, enfin, tu vois, tout ça, mais j'en avais mais absolument aucune idée. Ouais, en fait, t'as brûlé tes bateaux derrière toi. Ouais, mais complètement. Et c'était, enfin voilà, je le regrette absolument pas parce que ça a aussi été une période hyper cool sur plein d'autres aspects, mais voilà. Donc du coup, ouais, donc je décide finalement de me dire, bah, le produit c'est cool, mais en fait j'ai besoin de contact avec les gens, de les accompagner plus loin, de leur transmettre plus de choses, donc je voudrais faire différemment. Et du coup, je réfléchis pas forcément à du coaching, mais plutôt à des programmes d'accompagnement, des programmes de formation. Donc je commence par là. Et puis je passe une certification de coach. Et puis voilà. Et donc là, évidemment, mon business ressemble plus à un business d'accompagnement aujourd'hui. Et c'est trop cool. Et c'est trop cool parce que je vois les gens que j'accompagne partir d'une situation, et à la fin du coaching, bah il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui ont avancé. Et bon, après chacun avance à son rythme, et voilà. Mais il y a des gens qui déjà en 5 sessions ont fait un énorme pas en avant. Enfin, tu vois, je te parlais tout à l'heure de reprise tu vois, la sensation de reprendre de reprendre le contrôle, de nouveau se sentir en pouvoir sur ce que tu fais et tout, bah qu'ils font déjà hyper rapidement. Et ça, c'est vraiment du kiff pour moi de me dire, bah, mission accomplie. Je pense que la personne en face, elle a compris du coup à la fois les dimensions techniques, mais aussi l'impact que ça pouvait avoir derrière. Et une fois que tu y as goûté, bah généralement t'y reviens quand même, quoi. Quand les choses elles sont un peu mouvantes, tu pars en vacances et tu reviens et tu vois quelles sont tes habitudes. Des habitudes vraiment fondamentales, les trucs qui sont ultra ancrés. Bah c'est tout ce que je souhaite à mes clients et aux personnes que j'accompagne, c'est de réussir à ancrer ces trucs-là. C'est ça le travail le plus difficile généralement, hein, c'est d'ancrer les choses. Mais c'est aussi pour ça que je propose généralement des accompagnements longs, parce que ça permet d'avoir toutes ces périodes de bah je suis partie en vacances et je suis revenue, et en fait c'est exactement, c'était le freestyle quand je suis rentrée. Et du coup la question c'est quelles sont les habitudes que t'avais avant les vacances, qui te permettaient d'avoir cette sérénité, d'avoir ce fonctionnement. Et vas-y, on les reprend, et vas-y, et c'est pas grave. Et c'est pas grave si à un moment tu te prends les pieds dans le tapis et tu te casses la figure et les habitudes elles partent un peu aux oubliettes. Quand tu sens que ça commence à devenir trop compliqué de gérer, que tu te sens de nouveau un peu dépassé par les événements, bah reviens à ces habitudes-là, et c'est ça qui fera la différence. Et voilà, et c'est toujours pareil, hein, t'as un système de va-et-vient, tu prends l'habitude, tu la perds un petit peu, tu la reprends, tu la perds, mais en fait à chaque fois que tu la prends, tu l'ancres quand même un peu plus. Et je suis persuadée qu'au bout d'un moment, tu vas pas prendre des habitudes sur un système ultra compliqué avec 150 étapes par jour. Voilà, mais par contre, tu auras des fondamentaux qui feront la différence. Ouais, puis comme tu as dit, c'est vrai que c'est en général des choses qui sont relativement simples, que comme tu dis, tu peux trouver gratuitement sur Internet, mais après, c'est l'application, en général, en fait, qui est difficile. C'est toujours ça. Quand tu as commencé, alors il y a eu cette période un peu de traversée du désert, mais quand on va dire, tu as commencé à plus préciser vers où tu voulais aller, etc., c'est quoi les habitudes justement plus orientées business par rapport au développement de ton activité qui t'ont vraiment aidé, que tu as implémenté, qui t'ont vraiment aidé? C'est une bonne question, j'y ai jamais réfléchi. Par exemple, je crois que j'ai entendu dans un podcast que tu avais fait que tu avais vraiment l'habitude, pour écrire tes podcasts scriptés, d'écrire en fait un petit peu tous les jours, quoi. Ah ouais, ça c'est une habitude. Tu vois, on parlait d'habitude Kurt tout à l'heure, j'y ai pas du tout pensé, mais ça c'est un truc que je continue de faire. De tous les jours, généralement au démarrage de ma journée, j'écris, on va dire, entre 15 minutes et 1 heure, tu vois. À 1 heure? Ça peut m'arriver si je suis lancée, tu vois. Vraiment, je suis dans mon flow, et voilà, je peux écrire pendant longtemps. Donc ça fait partie des habitudes. Après, ouais, des habitudes d'organisation, de création de contenu, et puis aussi toutes les habitudes que j'ai pris au fur et à mesure sur la partie, je dirais, gestion financière d'un business. Parce que en fait, généralement, c'est le truc qu'on fait en dernier, qui passe à la trappe. On se dit ah non, c'est la deadline pour faire la déclaration à l'URSSAF aujourd'hui. Clac, 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 je le fais. Aujourd'hui, j'ai des habitudes qui sont beaucoup plus serrées sur cette question-là, parce que du coup t'as compris de mon expérience que c'était un sujet que j'avais mis sous le tapis pendant un petit moment quand j'ai démarré, et en fait ça m'apporte une énorme sérénité d'avoir de la visibilité sur qu'est-ce que je vais rentrer, c'est quoi mon prévisionnel, quelles sont mes dépenses, quelle est la rentabilité que j'ai là à l'instant T, du coup ça veut dire aussi potentiellement qu'est-ce que je peux faire comme projet, comment est-ce que je peux investir dans mon business. Et ça c'est un levier que j'ai aussi envie de continuer à explorer et à continuer de creuser, parce que je pense que c'est un levier pareil qui est très ingrat, parce que on se dit non mais là, enfin tu vois, les gens généralement dans un business, toute la partie financière c'est résumé à la compta.
Et en fait, la compta, on s'en rend pas compte parce que généralement, on a l'impression que c'est une espèce de fonction support pour un business, mais en fait, c'est une fonction ultra stratégique dans ma tête. C'est ce qui te permet de savoir quel fonds tu vas pouvoir débloquer pour faire quoi. Du coup, ça te donne aussi des ça, c'est évidemment en lien avec tes priorités en termes d'objectifs. C'est de la ressource, en fait. Comme le temps que tu utilises, c'est de la ressource. Donc, la ressource financière, c'est de quelle ressource est-ce que je dispose, quand est-ce qu'elle va être disponible, et du coup, vis-à-vis de mes priorités, qu'est-ce que je vais en faire. Donc ça aussi, c'est des habitudes que j'ai bien ancrées, que j'ai bien mis en place et qui me sont super utiles. Ouais, puis en plus, un manque d'argent peut du coup impacter négativement aussi ton organisation, quoi. Ah mais tout, en fait, ça impacte tout. Ça Enfin, en fait, très clairement, généralement, quand tu démarres en business, l'enjeu principal, c'est réussir à gagner ta vie. Généralement, c'est le stress principal des entrepreneurs quand on démarre, ce qui est clairement légitime et que j'ai vécu aussi. Je pense que s'il y a une erreur que j'ai faite, c'est celle-là, tu vois. Vraiment, l'erreur principale que j'ai faite, c'est de mettre sous le tapis ce truc-là, de pas m'y attaquer parce que l'argent, c'est un truc qui me faisait peur, que j'ai été éduquée dans un truc où on parlait jamais d'argent, tu vois, c'était pas un sujet. Et puis, je viens pas du tout d'un milieu d'entrepreneurs où, tu vois, où c'est des sujets, tu vois, chiffre d'affaires, machin et tout. Enfin, moi, c'était le monde des bisounours, tu vois. J'étais là... J'avais mis ma cape de super-héros et mon objectif c'était de prêcher la bonne parole au plus de monde possible. Et c'est trop bien et ça fait toujours partie de mes missions aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui fait que j'accepte souvent d'intervenir enfin tu vois là comme toi sur le podcast sur YouTube et dans plein d'autres formats parce que j'ai envie de délivrer ce message de l'organisation. C'est pas sexy mais c'est un truc qui peut radicalement changer ta vie si tu le fais, même avec une organisation minimaliste. Mais à un moment, faut aussi, comme tu dis, faire les courses à Intermarché, mettre du beurre dans les épinards et vivre sa vie. Donc du coup, si je devais donner un conseil, c'est vraiment de se mettre dans le truc financier, enfin de se mettre le nez dans les chiffres dès le début et de planifier en fait parce que c'est aussi quelque chose qui se planifie. On peut faire des rétro-plannings de chiffre d'affaires, de dire en fait mois 1 j'estime que je vais rentrer 0 client donc je gagne 0, mois 2 j'en rentre 1 je vais gagner X, mois 3 j'en rentre 2 je vais gagner Y, etc. Et donc du coup de planifier aussi ces rentrées d'argent. Et quand on parle à des entrepreneurs qui se donnent des objectifs de chiffre d'affaires, généralement on dit juste j'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires. Les gens qui atteignent leurs objectifs de chiffre d'affaires généralement c'est qu'ils ont planifié la manière dont ils vont l'atteindre, de se dire là peut-être je vais avoir une période de creux parce que j'ai pas de lancement de prévu, parce que c'est une période où je vais travailler sur d'autres choses dans mon business que vraiment aller chercher des clients, etc. Et puis là je vais avoir du coup toute cette phase de préparation, ça me permet d'accélérer mon chiffre d'affaires sur le milieu d'année, etc. Donc tout ça c'est des choses qui se planifient, qui s'anticipent et ça fait aussi partie pour moi d'un business organisé et carré, d'être au moins au courant de ce qui se passe en termes de finances sur son business. Ouais, puis en plus, maintenant, il y a de plus en plus d'outils autres que le traditionnel Excel qui peut très bien fonctionner pour faire vraiment spécifiquement du suivi financier. Même au niveau personnel, moi, je sais que j'utilise Finary. Je sais pas si tu connais cette application. Pour le coup, j'ai pas fait niveau perso, donc je connais pas. Mais c'est quelque chose qui te permet en fait d'agréger, je sais pas, ton PEL, ton PER, ton compte titre que t'as je sais pas où. Enfin, ça met tout en fait au même endroit et tu as une vision claire sur l'ensemble de tes finances. Et c'est vrai que ce genre d'outils, ça permet d'être beaucoup plus serein en fait, parce que généralement on n'a pas envie de, comme tu dis, c'est pas sexy en fait, on n'a pas envie de voir exactement combien on a, etc. Puis surtout si quand on est ric-rac, parfois on peut avoir l'occasion de se dire non mais je détourne le regard comme ça n'existe pas, tu fais l'autruche. Moi c'était typiquement ça que je faisais en fait sur les finances, je vais être hyper claire, je savais au fond de moi que j'étais pas rentable, mais j'avais pas du tout envie de me confronter à la réalité. Donc du coup je préférais ne rien faire. Pour le coup, en termes de procrastination, on était sur un niveau assez élevé quand même, on va pas se mentir. Mais c'était vraiment le truc. Tu travaillais beaucoup, mais en fait, c'était vraiment cette peur de je vais pas être rentable, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, que je gagnerai jamais ma vie avec mon business alors que je travaille de ouf. Et du coup, il y a quand même le côté hyper décourageant et je préférais occulter ce truc-là plutôt que de m'y confronter. J'ai pu l'occulter aussi longtemps aussi parce que j'avais des sous de côté et que du coup, évidemment, je me posais pas là, enfin, c'était pas en mode j'ai pas d'argent pour aller acheter les pâtes pour manger, tu vois. Donc j'avais des revenus, enfin j'avais pas de revenus, mais j'avais pas de revenus suffisants en tout cas, mais j'avais des sous de côté qui me permettaient de tamponner. Évidemment, quand on n'a pas d'épargne de matelas, c'est beaucoup plus urgent et beaucoup plus important. Enfin, c'est d'autant plus important. Première chose à faire, avoir une épargne de sécurité. Ouais, c'est clair. Mais non, je te rejoins effectivement.
Et c'est vrai que moi là actuellement je suis dans une position hybride, c'est-à-dire je suis à la fois salarié, à la fois donc j'ai Time Booster. Du coup t'as moins de temps à consacrer à ton activité. Mais c'est vrai que ça m'apporte aussi une certaine peut-être tranquillité d'esprit parce que il y a le côté où tu es quand même inclus dans la société lambda parce que voilà t'es salarié et que c'est un truc que tout le monde connaît, voilà donc je peux faire ça. Mais tu vois maintenant j'ai un petit peu changé mon discours. Tu sais quand tu te présentes, en tout cas en France, on te demande toujours ah tu fais quoi? Ouais. Donc voilà, donc bon, le fait que moi j'aime bien dire que je fais du cirque, que je fais du jonglage, etc. pour voir jusqu'où je peux aller. Bon, mais après je dis la vraie réponse. Mais avant je disais que sur l'aspect salarié. Ouais. Et en fait depuis peu, je dis l'aspect salarié quand même en premier, mais je rajoute mes activités entrepreneuriales. En fait je l'inclus vraiment dans ma vie, dans mon rythme. Et c'est vrai que ouais, je pense qu'il y a deux écoles. Il y en a peut-être qui vont bien aimer ce système-là. Il y en a qui peut-être comme toi vont plus avoir l'envie, surtout si l'aspect salarial vraiment, voilà, t'en pouvais plus très clairement, ça avait plus de sens pour toi du tout, qui vont préférer vraiment, voilà, aller plus vraiment profondeur sur un truc, quitte à voilà, au final t'as fait des erreurs certes, mais au moins t'as fait des erreurs, beaucoup d'erreurs en peu de temps, enfin peut-être moins de temps que si t'avais dû continuer ton activité salariale à côté. Et donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment les deux stratégies, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que moi, la manière dont et je pense que c'est très lié à la manière dont mon business est né, mais en fait, au début, c'était un hobby. Et du coup, pendant hyper longtemps, j'ai considéré mon business comme un hobby. Et je pense que, tu vois, toutes les questions financières et tout, c'était aussi ça. En fait, je continuais de considérer mon business comme un hobby. Mais en fait, ça marche pas. Un business, c'est fait pour gagner des sous, potentiellement gagner beaucoup de sous, et c'est ok de gagner beaucoup de sous avec un business. On fait pas la même chose dans un business et dans un hobby. Dans un hobby, ce qui va compter, c'est le plaisir, le kiff. Dans un business, je dis pas qu'il faut faire du business sans kiff, sinon c'est vachement moins drôle. Mais évidemment qu'il y a plein d'aspects du business qui font pas kiffer. Et en fait, faut quand même s'y confronter, faut quand même y aller. Et d'autant plus quand on est seul, et je pense que ça c'est aussi une grande différence par rapport au salariat. Quand on est solopreneur, y a personne pour venir te dire non mais ça c'est pas parce que t'as pas envie de le faire que tu vas pas le faire. Ça aussi pour moi c'est vraiment un truc de mindset et je trouve ça hyper intéressant parce que typiquement moi mon business ça a mis très longtemps avant que je me considère comme entrepreneur. Avant, j'étais là, oui, je sais pas, j'ai un petit compte Instagram, blablabla. Non, je me disais pas que je me cherchais, mais c'était un truc, j'avais toujours de la difficulté à en parler parce que j'avais l'impression que tant que c'était pas une réussite, j'étais pas légitime de dire que j'étais entrepreneur. Il y avait le côté un peu, tant que que je vis pas de mon business, je peux pas vraiment dire que je suis entrepreneur. Donc j'étais un peu dans l'entre-deux dans ma tête, c'était encore un petit peu, je pense, un hobby, mais que j'avais envie de transformer en autre chose. Mais en même temps, j'assumais pas totalement de le transformer en autre chose. Je l'assumais pas auprès de mes proches, je l'assumais pas auprès de ma communauté, parce que du coup, j'avais quand même une audience. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ça difficile d'assumer le fait de dire, je vous propose du contenu gratuit, mais maintenant, je vous propose aussi des trucs payants. Ouais, de vendre quelque chose. Et il y a beaucoup de gens, quand ils ont passé le pas, qui se sont pris des remarques de la part de leur audience. Je pense par exemple à Lisa Gachet de Make My Lemonade, qui avait avant d'avoir une marque de vêtements, un blog de couture, etc. et qui, je pense, en a pris un peu plein la figure quand elle a commencé à vendre des choses. Et en fait, à un moment, il faut aussi se rendre compte que quand on crée du contenu, c'est du travail. C'est-à-dire que quand j'étais salariée et que j'écrivais sur mon blog et que je faisais mes trucs sur Instagram, je me levais à 6h, le matin je bossais sur mes activités du coup qu'on pourrait appeler entrepreneuriales, même si moi je le voyais pas comme ça à l'époque. En tout cas, je faisais toute la partie création de contenu. Et puis à 8h, je partais, j'allais au taf, je faisais ma journée et le soir je faisais rien, mais parce que je suis pas du soir. Mais du coup, j'avais quand même cette double casquette et ouais, c'est du taf en fait. Créer des vidéos, créer un podcast, créer un blog, partager du contenu sur les réseaux sociaux. C'est du travail, quoi. Qu'on soit ok avec le fait que ce soit du travail ou pas, ça l'est, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, il y a eu quand même un changement de mentalité parce que je me souviens, moi je suis assez YouTube addict. Déjà, il y a 10 ans, les placements de produits sur YouTube, en fait, ça n'existait pas, quoi. Et les premiers qui ont commencé à le faire, mais ils se sont mangés des trucs incroyables. Et en vrai, il y en a même des gros youtubeurs, genre Squeezie par exemple, tu vois, quand il avait lancé sa marque de vêtements Yoko, je ne sais quoi, t'avais plein de gens qui s'insurgeaient du prix des chaussettes ou je ne sais quoi. Enfin, vraiment, ça touche tout le monde. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu plus développé et à la fois, ça s'est un petit peu démocratisé sur l'aspect merchandising, tu vois. Typiquement, vendre un objet physique comme un bullet journal, des choses, etc. Mais, tu vois, quand tu vends des formations comme, tu vois, je pense qu'il y a encore un peu ce côté que t'avais au début, en fait, ouais. On t'a ricoché un peu. Ouais, lui, quand même, ça doit être un charlatan. Ah ouais, il vend des formations. Voilà. Ouais, en fait, le mot formation en ligne, ouais. limite, ça, je pense, dans une grande partie de l'audience, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc.,
C'est une connotation négative en fait. Mais je trouve que ça c'est très français en vrai, parce que j'ai pas l'impression qu'à l'étranger ce soit aussi diabolisé, tu vois, le fait de gagner de l'argent avec son contenu. Et en fait moi, j'avoue que autant quand j'ai lancé mon compte Instagram, mon blog et tout, j'avais aucun objectif marketing et business derrière. Autant pour moi c'est hyper clair que le podcast, j'avais un objectif business derrière, de dire je veux que ce soit un aimant qui va me ramener des clients. Et aujourd'hui 99% de mes clients ils viennent du podcast. Et en même temps, c'est pas parce que ça me ramène des clients que le podcast est mauvais. C'est pas parce que ça me ramène des clients que ça aide pas d'autres personnes. Enfin, tu vois, en fait, à un moment, il faut aussi arrêter de diaboliser le fait qu'on gagne de l'argent, on vend des services à travers du contenu gratuit. Ça n'enlève pas la valeur au contenu gratuit, en fait. C'est pas, et demain, en l'occurrence, c'est pas du tout une stratégie que j'ai, mais demain, si je disais, je vais faire sponsoriser mon podcast par Notion. En vrai, ce serait Dream sponsor. Moi, je serais ok, tu vois, de gagner de l'argent avec. C'est du travail en fait. On se rend pas compte, mais quand on a 10 minutes de podcast dans les oreilles, c'est 3 heures de taf au moins quoi. Le montage, machin, 3 heures, et puis c'est 3 heures de opérationnel, mais en fait derrière t'as aussi toute la réflexion, l'expérience, la vision spécifique de la personne qui va écrire, etc. Tes lectures. Ouais, exactement, tout le temps de lecture, le temps où moi je me nourris, voilà. Et tout ça, en fait, ça prend du temps et à un moment ça a de la valeur. Il faut aussi accepter que la gratuité, c'est cool, mais ça fait pas vivre les gens. Et autant je suis pas ok avec les espèces de trucs un peu tu vois, où tu louvoies, où tu présentes un truc comme gratuit, mais en fait il y a tu vois, t'as un peu un piège derrière. Autant c'est gratuit, mais vous avez juste à payer les frais de transport. Ouais, voilà, c'est ça. Autant, perso, j'estime que dans mon podcast, je le dis d'emblée, tu vois. Je suis coach en organisation et en gestion du temps. C'est mon taf, c'est mon business. C'est comme ça que je gagne ma vie. Si t'es pas ok avec ça, c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher moi de continuer à produire du contenu pour éduquer les gens autour de ces sujets, à partager ce que je pense sur tel ou tel aspect des problématiques organisation, productivité, etc. Et je suis ultra contente à chaque fois que j'ai des nouveaux clients qui viennent en accompagnement. Je suis aussi ultra contente quand je reçois des mails qui me disent je sais pas, la dernière fois j'ai reçu un mail d'une femme qui me disait je me suis promis d'écrire un email aux 10 personnes qui ont le plus impacté mon année 2022 et tu fais partie de ces personnes à travers le podcast. Mais en fait ça me refait, je trouve ça ultra émouvant et ça fait partie des raisons pour lesquelles je produis du contenu, je produis des choses, parce qu'en fait je suis persuadée que derrière, pour les gens qui prennent le temps d'implémenter, y a de l'impact, quoi. Ouais, voir la transformation chez les gens. Mais moi et pareil, encore une fois, que ce soit des clients qui vont payer l'accompagnement pour réaliser cette transformation, ou des gens qui vont le faire de leur côté un peu silencieux chez eux, moi ça me fait vibrer pareil, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Il y a plusieurs plans en fait, et c'est ok, chacun a son moyen, on va dire, de progresser, de prendre de l'info pour l'utiliser, quoi. Écoute, je propose justement de transitionner vers le podcast, c'est-à-dire que c'est ça c'est le média, de ce que j'ai compris, qui attire le plus d'audience, vers quoi moi je t'ai connu notamment, c'est ça aussi qui te fait venir les clients. Déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi ce format-là spécifiquement? Parce qu'à la base, tu étais sur Instagram, donc plutôt des photos, plutôt des textes avec ton blog, etc. Donc qu'est-ce qui t'a fait switcher vers ça et non pas vraiment vers YouTube? J'ai regardé, tu as une chaîne YouTube que j'ignorais. Ah non, mais moi aussi je l'ignore, je te rassure. Avec 4 vidéos. Avec 4 vidéos. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait vraiment aller vers le podcast quasi exclusivement? Quand j'écrivais des articles de blog, j'avais une frustration qui était de pas trop avoir... j'avais l'impression que, tu vois, la connexion elle est moins forte en fait à l'écrit qu'à l'oral, je trouve, avec les gens. C'est pas la même connexion, c'est un peu plus impersonnel l'écrit, et tu produis pas la même intimité, c'est exactement ça. Et en fait, j'écoutais moi des podcasts quand j'étais salariée et que du coup j'avais pas mal de temps de transport. Et je me suis dit c'est un format cool, et en même temps à ce moment-là je rencontre Anastasia De Santis, qui est aujourd'hui ma podcast manager et qui me parle du coup de podcast et tout. Je suis là ça a l'air chouette, machin.
voilà, je me dis bon bah, et puis je commence clairement à en avoir marre d'écrire sur le blog pour avoir genre 0 commentaire, 0 retour et ça me saoule un peu. Je dis pas que personne ne lisait les articles parce que les gens lisaient les articles, mais tu vois, j'avais pas trop de feedback et en fait c'est hyper fatigant de produire du contenu quand t'as 0 feedback et tu vois quand tu fais tac et que t'as personne qui te fait tac en face, enfin c'est genre c'est très fatigant et c'est très décourageant. Donc du coup je me dis ok bon bah je vais tester le podcast. Alors moi je fonctionne toujours à l'envers, donc la première chose que je fais quand je lance un projet c'est de trouver un nom et de commencer à faire l'identité graphique, chose qui généralement on te dit de faire tout sauf ça parce que c'est pas la priorité. Donc je réfléchis un peu à qu'est-ce que je voudrais partager dans le podcast, enfin voilà que ça ressemblerait à quoi un épisode de podcast, mais c'est encore très enfin je fais ça sur un coin de table, c'est pas très structuré. Et puis je commence à réfléchir au nom et tout, et puis je me dis bye bye procrastination, c'est quand même assez stylé et tout, ça claque quand même pas mal. Je suis contente de ce nom, tu vois, parce que t'as vraiment le côté genre procrastination. Je pense que ça parle aux gens, la promesse est claire et tout, donc voilà. Donc je me dis ok let's go, je fais ça, je fais ma petite pochette. Et qu'est-ce qui t'a fait pas choisir The Minimal Plan, qui était déjà dans ton blog du coup, comme aussi nom du podcast? Tu veux vraiment que ce soit deux choses qui soient de manière un peu indépendante? Ouais, c'est pas tellement ça, mais c'est surtout que en fait The Minimal Plan, tu vois, c'est en anglais, c'est historiquement en anglais parce que du coup j'écrivais en anglais. Ouais. Mais je trouve pas ça très parlant, tu vois, en fait. J'aime toujours ma marque et tout, y a pas de souci, mais bah on va pas se mentir, les nerfs de la guerre quand tu crées du contenu, c'est aussi que les gens ils te remarquent, qu'ils aient envie de cliquer. Et The Minimal Plan, moi ça me donne pas envie de cliquer. Donc en fait je sais que ça va pas donner envie de cliquer aux gens qui vont potentiellement découvrir le podcast sur les plateformes. J'avais envie que le nom du podcast il soit très clair et qu'il soit accrocheur. Ouais, que ce soit accrocheur, tu vois. Ce qui est l'objectif généralement d'un nom, hein. T'as envie que les gens ils soient intrigué, motivé, t'as envie que ça déclenche une émotion. Donc du coup je pars sur Bye Bye Procrastination, j'enregistre mes premiers épisodes et puis c'est parti quoi. Enfin en fait je me suis pas, en fait pour le coup ça fait partie des projets sur lesquels je me suis pas posé de questions et généralement les projets sur lesquels je me pose pas de questions sont ceux qui marchent le mieux. Et donc voilà, donc je me lance, je me dis je vais poster un épisode toutes les 2 semaines. Du coup je produis mon podcast. En effet tu l'as dit, j'ai pour le coup une organisation ultra minimaliste en termes de podcast puisque je fais ça toute seule chez moi. J'ai un micro de podcast. Alors l'avantage c'est que j'ai un mec qui est producteur et DJ, donc du coup on a un peu de matériel de son à la maison, mais il me fait l'intro du podcast, il compose et tout. Donc voilà, je demande à Anastasia de me filer un coup de main, de me donner quelques tips pour lancer le podcast correctement. Et puis c'est parti quoi. Et puis c'est parti assez fort dès le début. Donc c'est cool de voir qu'il y a plein de gens qui s'abonnent au podcast, les retours sont hyper positifs. Parce que les gens ils te découvrent sur les plateformes de podcast directement? Au début non, je pense que les premières personnes qui ont écouté le podcast c'est les gens de ma communauté, donc les gens qui étaient abonnés à ma newsletter, les gens qui étaient abonnés sur mon compte Instagram, etc. Et en fait le truc c'est que comme j'ai déjà une communauté au moment où je lance le podcast démarre bien. Et donc, en fait, je suis mise en avant sur Apple Podcast, je suis mise en avant sur Amazon Podcast, etc. Et ça, du coup, ça crée une espèce d'effet boule de neige qui fait que, régulièrement, le podcast apparaît dans les tops, tu vois, genre, je sais pas, il y a quelques semaines, il était top 3 business sur Apple Podcast, tu vois. C'est ces petits momentum-là qui font que les gens vont découvrir. Je pense que les gens, ils partagent aussi pas mal les épisodes. Donc, ça permet de découvrir à d'autres personnes, etc. Là, ouais, comme tu donnes des clés directement dans l'épisode, c'est vrai que ça donne envie de partager. Puis c'est vrai que c'était ma question aussi, c'est par rapport au format. C'est assez atypique en fait dans l'univers du podcast d'avoir juste quelqu'un qui dit un script, voilà, qui est bien filé, tout ça, tout seul et sur un temps on va dire relativement court par rapport à la moyenne de durée des podcasts. Donc qu'est-ce qui t'a fait choisir ça, sachant que t'as fait aussi des interviews, mais voilà, qu'est-ce qui t'a fait aller vers quand même ce format qui est un peu atypique du coup? Bah moi j'avais envie de transmettre des trucs en mode efficace quoi. C'est-à-dire que je trouve ça cool de développer certains sujets, tu vois, comme je le fais là avec toi, mais j'avoue que en fait je sais pas trop parce que je te dis c'est pas vraiment, ça a pas été un truc que j'ai réfléchi, tu vois, mais je me suis dit bah moi ce que j'aime bien dans les podcasts c'est les formats courts et je pense à des podcasts comme Change ma vie, tu vois, où elle faisait Clotilde Dussoulier. Qui faisait elle aussi des formats assez courts. Alors je sais pas si c'est aussi court que ce que moi je faisais, mais c'est un peu le même format que ce que moi je fais. C'est au final une grande idée et puis des clés un peu pratiques pour commencer à la mettre en place. Et ça c'est un truc que je trouvais cool. Le côté t'ouvres un peu les écoutilles et après je te donne des clés pour y aller quoi. Et donc c'est ça qui me plaît. Et puis il y a aussi une question
très purement pratique de temps à produire les épisodes. En effet, les épisodes solo, je les scripte. C'est du temps de rédaction. La rédaction, ça se fait pas en un claquement de doigts tout seul comme ça. Si seulement je pouvais prendre mon cerveau, mettre une... Tu peux demander à ChatGPT. Ouais, je pourrais demander à ChatGPT. Du coup, ça demande quand même un peu de taf de rédaction. D'avoir des épisodes de entre 10 et 15 minutes max, ça me paraît bien en termes de valeur délivrée versus le temps que moi j'y consacre derrière, quoi. Ouais, puis c'est vrai que le côté court, ça incite aussi en fait à écouter ceux qui n'ont pas trop l'habitude. T'as pas grand chose à perdre. Voilà. Au pire, tu perds 10 minutes de ta vie. C'est pas un format très engageant. Tu te dis pas, je vais partir pour une 2 heure de podcast. Voilà. Enfin voilà, donc du coup ça aussi j'aimais bien sur le format court, le côté un peu je sais pas, snacking, tu vois, de je prends et puis comme des petits bonbons là comme ça que tu peux prendre. Ça. Et puis au pire si ça te parle pas et que voilà, c'est pas grave, au pire t'as appris un truc en 10 minutes sans forcément l'appliquer, c'est okay. Puis bon, déjà avec 60 épisodes, on peut aller piocher quand même. Ouais, il y a quand même de la matière, donc, clairement. Justement, c'est quoi un peu, alors t'en as parlé un peu avec le fait d'écrire tous les jours, c'est quoi en fait vraiment ton processus créatif pour créer ces formats-là de A à Z, et aussi du coup qu'est-ce qui change vraiment par rapport à quand tu invites quelqu'un? Est-ce que tu prépares vraiment vachement en avance les questions, etc. Est-ce que tu te dis plus c'est plus des gens que tu connais, du coup en fait vous en avez déjà parlé avant, il n'y a pas trop besoin, comment tu organises en fait, et comment tu t'organises aussi pour vraiment avoir ce côté récurrent, quoi. Ouais. Qui est dur à tenir, quoi, sur la longue. Qui est très dur à tenir. J'ai fait une masterclass chez Ocha, qui est un hébergeur français de podcasts, justement sur comment est-ce qu'on s'organise pour rester régulier dans les podcasts. Et j'avais partagé une stat et c'était genre il y a plus de, je sais plus c'est quoi exactement la stat, mais en gros il y a plus de 80% des podcasts qui meurent, au bout du 3e épisode, tu vois. C'est un truc, mais vraiment. 3, c'est le chiffre. Tu sens qu'il y a eu un momentum, tu vois, de je vais lancer un podcast, ça va être trop cool. Et en fait, t'es rattrapé un peu par la réalité. Non, mais attends, ça prend du temps. C'est quand même un délire en termes de matériel et tout à mettre en place, etc. Ça attire pas forcément des gens dès le début. Exactement. Ça n'a pas la même traction que YouTube, Instagram, tout ça. Si t'as pas d'écoute dès le début, ça peut être très démotivant, etc. Ta communauté, effectivement, comme tu l'as dit, ça t'a vraiment aidé au début. Ouais. Quoi. Et c'est pour ça que quand les gens me disent mais comment est-ce que toi t'as fait connaître ton podcast, je peux répondre mais je sais pas si ça va t'aider si toi tu pars de zéro, parce que moi ce qui m'a fait connaître c'est tout le travail en amont en fait, qui m'a permis de développer le podcast. Mais du coup, pour répondre à ta question, en effet il y a des épisodes solo, des épisodes interview, 2 process complètement différents. Les épisodes solo, mon process c'est généralement, évidemment moi aussi je consomme un peu du contenu. Quand il y a une idée qui m'interpelle ou un truc où je me dis mais ça c'est un truc intéressant, je pourrais en parler sur le podcast, je note l'idée sur Notion. Donc je crée une page, j'ai une base de données avec toutes mes idées pour le podcast. Du coup je crée une entrée dans la base de données. Et en même temps que je crée l'entrée dans la base de données, généralement, je crée une entrée qui ressemble plus ou moins au titre du podcast que je vais faire. Et dans la page, je note les idées qui me viennent. Genre, en fait, j'ai déjà des bullet points de trucs. Comme un peu le plan ou quelques... Ouais, c'est pas forcément le plan, mais c'est un peu les ingrédients. C'est les idées que je veux mettre dedans. Donc, j'ai une page avec des petites notes comme ça, des fois des liens utiles si je veux garder une trace de d'où est-ce que j'ai pris l'idée pour pouvoir y retourner, etc. Et donc du coup j'ai une grande base de données comme ça avec plein d'idées, et globalement j'organise mes idées en calendrier éditorial, on va dire tous les 2 mois, pour décider de comment est-ce que je vais organiser les épisodes de podcast. Et après tous les jours j'écris un petit peu pour le podcast pour rédiger les scripts, puis après j'enregistre, je monte. Ça c'est assez rapide parce que en fait j'enregistre dans des conditions qui sont toujours les mêmes, donc le montage je retouche jamais vraiment le master, etc. Donc c'est juste je coupe à peu près les trucs. Et mes épisodes ils sont probablement pas parfaits en termes d'audio, mais en fait pour moi ils sont suffisamment intelligibles et propres pour que ça passe. Donc voilà, je cherche pas la perfection en termes de montage et en termes de qualité audio. Je cherche le fait que ce soit suffisamment propre pour pas que ce soit dérangeant entre guillemets d'avoir des grésillements, des machins. Et en même temps que ça me prenne pas non plus 3 heures de faire un montage. Et c'est aussi la raison pour laquelle je scripte mes épisodes, c'est qu'en fait j'ai
en calculant le temps, de combien ça me prendrait de temps si je devais juste partir, enfin tu vois, préparer un peu l'épisode, avoir une espèce de trame et puis partir sans avoir de script. Un peu plus en semi-impro, on va dire. Ouais. Et ben en fait j'aurais des temps de montage énormes, je pense, parce que je suis quand même assez exigeante avec la manière dont je formule les choses, etc. Donc du coup ça me ferait beaucoup de travail de montage. Donc j'ai décidé de me dire ok, stratégie, je scripte, au moins je sais ce que je vais dire, comment je vais le dire, et ça me permet aussi d'être plus attentive. J'ai tendance dans ma vie courante à faire beaucoup de mélange entre anglais et français, à sortir des mots en anglais, et du coup ça me permet aussi d'être plus attentive à ça, plus inclusive du coup dans la manière dont je parle, et du coup de pouvoir être explicite pour plus de monde. Donc je scripte, je note toutes mes idées, je mets toujours des petits bullet points parce que j'ai remarqué, parce que je faisais ça avant. Avant je notais juste l'idée, et je me disais je me rappellerai. Non mais en fait non, on se rappelle pas du tout de ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc le fait de noter les petites idées, c'est tout bête comme truc, mais ça me permet en fait je pars jamais de zéro en fait quand je commence un épisode de podcast. Donc généralement quand je démarre mes épisodes de podcast, je commence par faire un petit plan quand même vite fait, et puis après je tape. Une fois que mes scripts sont prêts, j'enregistre, je monte, je planifie. Ciao, au revoir. Et globalement, j'ai un peu des trames types pour mes épisodes de podcast, où si t'écoutes plein d'épisodes et que tu lis entre les lignes, tu verras que c'est plus ou moins je te présente une situation initiale à laquelle tu peux t'identifier. Le problème avec cette situation, c'est ça, et voilà comment potentiellement tu peux mais t'inquiète pas, tu peux changer ça, et voilà comment est-ce que tu peux changer ça. Je caricature évidemment, mais plus ou moins ça va être ça les grandes étapes. Donc ça c'est les épisodes solo. Les épisodes d'interview, process complètement différent. Généralement, en tout cas là sur les premiers épisodes, c'est plutôt moi qui vais chercher les invités, donc c'est des gens qui m'inspirent. C'est un peu le hasard, enfin je sais pas si c'est vraiment du hasard, mais pour l'instant j'ai interviewé que des femmes ou presque. Le seul homme que j'ai interviewé, c'est Jérôme Dumont, l'auteur de la 25e heure, mais qui en fait est un pote, donc du coup c'est aussi pour ça que c'était facile d'aller le chercher. Mais c'est vrai que en fait j'ai assez peu de rôle modèle masculin, et je consomme assez peu de contenu, et dans les contenus que je consomme, c'est beaucoup des contenus créés par des femmes. Donc du coup, j'ai beaucoup d'invités femmes. Mais en tout cas, quand je identifie une personne que je voudrais inviter sur le podcast, généralement, j'ai un peu un angle en tête de dire de quoi est-ce que j'ai envie de discuter avec cette personne, ou qu'est-ce que je pense que cette personne peut apporter à l'audience. Donc je dis la personne, l'angle potentiel, je transmets à ma podcast manager, Anastasia, qui elle du coup va faire des recherches sur la personne, elle va me proposer une trame d'interview. Moi je relis, je me l'approprie, je rédige une partie des trucs parce que j'ai envie que ce soit mon ton, et voilà, et c'est normal. J'enregistre, et après, une fois que c'est enregistré, je rebascule à Anastasia et je lui dis voilà, les pistes sont ici, tu peux faire le montage, l'épisode il est programmé pour tel jour. Et elle s'occupe de toute la partie montage et la partie mise en ligne. Il y a donc ce format-là qui est beaucoup plus délégué en fait que le premier qui reste. En fait, le truc, c'est que les podcasts solo, j'aime bien pouvoir être agile entre guillemets et pouvoir changer d'avis au dernier moment. Genre s'il y a un sujet qui m'inspire particulièrement à un instant T, j'ai envie de pouvoir en parler sur le podcast et pas être contrainte par tout un processus, pas etc. du temps, de machin. Etc. Exactement. Et en fait, comme j'ai une organisation, en fait, le processus, il est ultra léger sur les épisodes solo, puisque je scripte, donc ça, c'est ce qui me prend le plus de temps. J'enregistre, ça me prend 20 minutes. Le montage, ça me prend le temps de l'épisode presque derrière, parce qu'en fait, comme c'est scripté, j'ai très peu de montage à faire. En fait, en 1 heure, mon épisode, il est dans la boîte et il est en ligne, tu vois, à partir du moment où le script, il est fini. Donc, si tu veux, ça, j'aime bien ce côté agile. Et peut-être qu'un jour, je le changerai parce que j'aurais plus envie de passer ces 20 minutes à faire le montage. Mais aujourd'hui, le bénéfice versus... Enfin, tu vois, le bénéfice de ce mode de fonctionnement, il est plus important que ce que ça me coûte en termes de temps et d'énergie. Ouais, la flexibilité. Ouais, exactement. La flexibilité, le fait de pouvoir changer. Je suis vraiment le genre de personne qui va retoucher au dernier moment son script parce que... Il y a ce mot-là, vraiment, ouais. j'aurais pu utiliser Non, c'est pas tellement dans le détail, mais je vais rajouter un truc, ou je vais rajouter une petite nuance, ou je vais rajouter un petit paragraphe, ou je vais modifier généralement, je modifie la conclusion et l'introduction, tu vois, enfin, des trucs où, généralement, j'aime bien me laisser un peu de temps, où comme la pâte à crêpes, ça repose au frigo, et puis tu la ressors et tu la retouilles, et ça fait des bonnes crêpes. Mes épisodes de podcast, c'est un peu comme ça, je les scripte. Généralement, ça repose un petit peu, et puis quand j'enregistre, je vais faire des petites modifications à la main. Très clair. Merci pour toutes ces explications. Là, écoute, il reste 5 minutes, donc je propose de passer à la conclusion. Yes. Et du coup, pour la petite conclusion, déjà, qu'est-ce que c'est ton prochain ou tes prochains objectifs, notamment là, comme on est en début d'année, pour 2023, mais aussi potentiellement pour les années à venir?
Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, j'ai des objectifs très court terme en 2023 parce que j'ai pas encore tout à fait décidé des projets que j'allais faire en 2023. En fait, j'ai une grande idée, mais là, j'ai pas forcément envie d'en parler parce que c'est encore très flou et je veux pas annoncer des trucs si c'est pour changer d'avis. Dans mes projets là en cours, j'ai du coup la refonte de mon site internet. Je suis en train de travailler aussi sur d'autres petites choses. Mais du coup là, 2023, moi mon objectif, on va dire dans les grandes lignes, c'est de améliorer les accompagnements que je fais en termes d'impact, donc avoir plus d'impact, que mes clients aient encore plus de résultats, que ce soit encore plus cadré, donc améliorer l'expérience client, encore plus processer tout ça pour que ce soit plus facile pour moi, plus facile pour eux de s'y retrouver. Donc better, faster, smarter. Exactement, c'est exactement ça. C'est le nom de ta formation du coup, donc qui lie modules, vidéo et coaching, exactement. Donc il y a une partie on va dire boîte à outils qui est en forme de module vidéo qui répond à un peu toutes les questions de comment est-ce que je pose des objectifs, à comment est-ce que j'écris des process dans un business. Donc, du coup il y a 9 modules vidéo pour répondre à ces questions-là, avec évidemment des documents pratico-pratiques à remplir pour avancer. Et puis il y a du coaching. Donc là, mon objectif, c'est vraiment de améliorer encore ça, proposer encore des contenus supplémentaires sur ce programme-là, etc. Et notamment probablement de l'accompagnement en groupe. Et puis voilà, en fait là, mon objectif, c'est vraiment de consolider toutes les bases de mon business pour pouvoir l'emmener plus loin, commencer à déléguer aussi un petit peu d'autres choses. Voilà, pour l'instant c'est un petit peu flou parce que pour être hyper honnête avec toi, je vais me lancer dans un coaching où moi je vais être coachée pour le coup sur le business, et ça c'est un truc que je fais de plus en plus et qui me fait accélérer énormément. Et en fait, j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Je sais que je vais avoir une phase de justement travail sur ma vision, mes objectifs, etc. Et même si moi j'ai un petit peu en tête des choses, je compte aussi sur cet accompagnement pour vraiment poser les choses de manière encore plus concrète et prendre des décisions fortes. C'est intéressant comme quoi, en partant d'une mentalité très méfiante vis-à-vis du coaching, tu es devenu toi-même coach qui se fait en plus coacher. Ah ouais, complètement. Et puis je vends, quand je dis je vends du coaching, je vends pas mes coachings, hein, mais je suis persuadée que le coaching, c'est un accélérateur sur plein d'aspects dans la vie. Tu vois, mes potes ou mes proches qui peuvent être dans des situations où, je sais pas, ils aiment plus trop leur travail, tu vois, ils sont vraiment dans des trucs... J'en ai parlé la dernière fois dans ma newsletter, mais c'est le chien sur le clou, tu vois. Je sais pas si tu connais cette histoire, mais en gros, c'est l'histoire d'un mec qui va tous les jours au travail, et tous les jours, il passe devant une maison et il entend un chien hurler. Et ça s'entend, tu vois, dans l'aboiement du chien, que le chien, genre, il a mal. Et au bout d'un moment, le gars, il se dit, non mais c'est chelou ce chien-là, pourquoi est-ce qu'il hurle, est-ce que c'est pas... Et puis il hurle à chaque fois que je passe devant la maison, est-ce que c'est à cause de moi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc au bout d'un moment, par curiosité, il toque à la porte de la maison et il rencontre le propriétaire du chien. Et il dit au propriétaire, mais en fait, votre chien il hurle, etc. Ah bah oui, je sais. Mais pourquoi est-ce qu'il hurle? Ah bah parce qu'il a mal. Ah d'accord, mais qu'est-ce qui lui fait mal? Mais en fait, il s'est assis sur un clou, et ça lui fait mal, mais il n'a pas le courage, mais quand il essaye de s'enlever, ça lui fait encore plus mal, et du coup il n'a pas le courage de se lever et de sortir du clou et d'enlever le clou. Et en fait, on a tous et toutes, et moi y compris, des moments dans notre vie, que ce soit des petits moments ok, là je suis en train de faire mon chien sur le clou, comme des grandes périodes où on est un peu le chien sur le clou, où justement on est ce chien, on a mal, on est dans une situation inconfortable, quel que soit le domaine que ça peut toucher. Et en même temps, on a du mal à soi-même trouver le courage de prendre les décisions qu'on aurait besoin de prendre pour enlever le clou de son derrière, quoi. Qui à court terme, peut-être pour engendrer plus de souffrance, mais sur le moyen long terme... Exactement, c'est quand même un peu la libération. Et donc du coup, je suis persuadée que le coaching a cet effet-là de te donner un cadre dans lequel tu vas trouver les ressources en toi pour sortir de ton clou. Et du coup, mes proches, mes potes, etc., quand ils sont un peu dans cette situation de chien sur le clou, et moi aussi quand je suis dans cette situation de chien sur le clou, mon premier réflexe c'est de me dire, mais en fait, je peux m'en sortir toute seule. Ça va me demander 3 jours si c'est un petit truc, ça va me demander 2 mois si c'est un truc un peu plus gros, ça va me demander potentiellement 6 mois si c'est un gros truc, ou voire 1 an si c'est vraiment des décisions un peu importantes, de genre changer de taf, prendre un tournant dans ta vie, etc. Et le coaching a cet effet accélérateur de
tu vas vraiment te poser des questions, tu vas te donner un cadre dans lequel tu vas pouvoir prendre des décisions, dans lequel tu vas pouvoir aller chercher les ressources pour les mettre en œuvre. Et ça, c'était un truc que je comprenais pas parce que je l'avais jamais vécu, mais le fait de le vivre une fois en coaching, en fait, tu comprends ce pouvoir transformateur de l'accompagnement. Et j'ai envie de dire presque un bon coach, il n'est pas un bon coach parce que c'est un bon expert dans sa thématique, c'est un bon coach parce qu'il va te mettre les coups de pied aux fesses dont tu vas avoir besoin. Enfin, il va être à l'écoute, évidemment, parce qu'un coach qui te fait que de mettre des coups de pied aux fesses, ça marche pas. Mais il va être en écoute, en empathie, et après, te mettre face à tes propres contradictions et te dire non mais attends, là je comprends pas. Et moi, c'est ce que je fais aussi avec mes clients. Je comprends pas, tu m'as dit que tu voulais faire ça. En même temps, là, on se revoit, et du coup, il y a rien qui a été mis en place. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et on essaye juste de comprendre, et c'est ça aussi qui fait accélérer les choses, c'est de se mettre un peu, d'arrêter de mettre la poussière sous le tapis et de se confronter à son clou, quoi. Le clou sous le chien. Exactement. Bah écoute, rapidement, ma dernière question, et après, du coup, ce sera le clou du podcast, justement. C'est quoi, dernièrement, voilà, dans les derniers mois, le principe, méthode d'organisation qui t'a le plus servi? Alors toi, du coup, t'en connais beaucoup. Ouais, c'est dur hyper de piocher. C'est hyper dur de piocher. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai une organisation genre ultra simple, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas 25 outils, j'utilise pas 25 méthodes, ou alors si je les utilise de manière un peu inconsciente, où tu vois, c'est ancré. Par exemple, typiquement, je te donne un exemple. En priorisation, un des outils les plus connus, c'est la matrice d'Eisenhower, de dire pour prioriser tes tâches, tu peux faire comme ci, comme ça. Tu fais le cadran, Voilà. urgence, importance. En vrai, j'utilise jamais la matrice d'Eisenhower parce que je pense que la matrice d'Eisenhower, elle est dans ma tête et que du coup, tu vois, en fait, j'ai pas besoin de le faire concrètement pour. Voilà. Je pense que le truc qui a le plus changé, qui m'a le plus aidé, et ça c'était sur toute l'année 2022, c'est la question de la focalisation. C'est-à-dire vraiment de me dire, j'ai un objectif, un projet. Et un projet, pas 2, pas 3, pas 15, un projet. Et du coup, je suis à fond sur ça. Et ça m'a énormément aidé en 2022. J'ai clairement, avec cette stratégie-là, multiplié mes résultats. Alors littéralement multiplié mes résultats en termes de chiffre d'affaires, en termes d'impact, en termes de nombre de clients, etc. Et j'ai aussi divisé mon temps de travail. Donc du coup, on est plutôt sur un gagnant-gagnant, puisque 2022, c'est l'année où je pense j'ai le moins travaillé en termes de volume horaire et où j'ai eu le plus de résultats en termes de business. Donc, et ça fait d'ailleurs partie maintenant des clés que je trouve hyper importantes à transmettre. C'est vraiment le côté une chose à la fois en fait. Tu peux faire plein de trucs, mais si tu fais tout en même temps, tu vas nulle part. Donc fais les choses une chose à la fois. Si tu veux lancer un podcast, concentre-toi à fond sur ce podcast. Si tu veux être présent sur un réseau social, t'es sur ce réseau social, mais pas sur 25 réseaux sociaux en même temps. Et c'est comme ça pour moi qu'on démultiplie les résultats. Après, évidemment, tu peux aussi faire tout en même temps, mais ça va demander beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps à y consacrer. Et généralement, au bout d'un moment, on a envie de plus de simplicité et de plus de facilité au quotidien, quoi. Pour l'exécution. Ouais. Et pour terminer, 3 outils que tu conseillerais à l'utilisation. Alors, Notion, on peut l'exclure, je pense qu'on en a assez parlé. Mais voilà, et notamment, ça, je trouve ça intéressant pour tout ce qui est organisation du podcast, comment tu programmes tes épisodes, etc. Par exemple. Ok. En fait, c'est pareil, hein, je suis pas une grosse addict des outils. En fait, le truc, c'est que je pense que la plupart des gens enfin, désolé, je vais pas répondre à ta question tout de suite, mais la plupart des gens qui s'intéressent à la productivité et à l'organisation, le premier réflexe, c'est d'aller chercher plein de méthodes et plein d'outils. Mais en fait, il est pas là le secret. Le secret, il est dans le fait d'avoir, on parlait de focalisation il y a une seconde, une méthode à laquelle tu te tiens, et pas 150 outils, mais quelques outils qui fonctionnent bien et sur lesquels que tu maîtrises suffisamment pour en tirer le meilleur, tu vois. Donc moi, j'ai pas 150 outils. Après, dans les outils que j'utilise hyper régulièrement, qui font vraiment partie de mon quotidien, donc on a dit Notion, mais ça fera pas partie des 3, je citerai Gmail. Alors, je sais, tu vas me dire, oui, tout le monde est sur le mail. Oui, je suis d'accord. Mais Gmail, il y a plein de fonctionnalités que les gens sous-exploitent, comme par exemple l'automatisation du rangement des emails entrants ou les modèles d'email. Franchement, ça fait toute la différence. Donc, j'ai pas une boîte email super compliquée, je suis pas sur Spark ou sur je sais pas quoi. J'ai un truc simple, j'ai Gmail et ça me va très bien comme ça. J'utilise beaucoup Airtable, qui est un logiciel, enfin c'est un... Pour les bases de données. Exactement, pour les bases de données. Je l'utilise pour toute la partie compta, qui me permet d'avoir de faire de la compta un peu analytique, donc en fait vraiment d'avoir
d'avoir une vision très très détaillée de ma compta, ce que Notion ne me permet pas de faire actuellement. Ouais, c'est vrai que c'est un peu limité sur les aspects vraiment de calcul. Ouais, sur les aspects de ouais. calcul, et puis après on rentre vraiment dans la technique, mais sur les aspects d'agrégation, etc. Sur Airtable, je peux lui dire, vas-y, tu me calcules que les lignes qui répondent à tel ou tel critère, parce qu'aujourd'hui sur Notion, on peut Que sur pas faire. tel type de client, machin. Ouais. Exactement. Donc voilà, et puis le troisième, je sais pas, enfin je pense, je dirais Forest. Je sais pas si ça te parle, c'est Ouais, une c'est petite pour application. te concentrer en mode Ouais. Pomodoro. Ouais. Ouais. Et ça c'est très bien quand tu commences à avoir un cerveau qui est entraîné pour la distraction, c'est-à-dire un cerveau qui a envie d'aller sur Instagram ou rafraîchir la page LinkedIn toutes les 2 secondes. Forest, ça change la vie. Ouais, carrément. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est pendant 25 minutes. Hein, si jamais vous continuez à travailler, en fait, va y avoir un arbre. Alors, je crois que c'est plus tu augmentes le temps de concentration, plus l'arbre est grand ou c'est une espèce particulière. Donc voilà, c'est effectivement très En fait, il y a sympa. l'aspect un peu gamification qui est Ouais. cool. Alors moi, c'est vraiment comme ça que j'ai entraîné ma concentration à coup de session Pomodoro de 25 minutes avec Forest. Et je trouve que c'est une bonne petite application qui est très cool. Top. Merci pour ces conseils et merci aussi pour tous les conseils que tu as donnés dans le podcast. En vrai, il y a eu beaucoup de valeur apportée, donc ça va être cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver, peut-être pour finir principalement? Donc, du coup, on a The Minimal Plan, donc ton blog, où on peut retrouver donc des articles, aussi tes offres de formation, dont Better, Faster, Smarter. Mon accent anglais n'est pas fou. On a aussi ton compte Instagram. Ouais, je suis assez peu présente, mais il y a le compte Instagram où il y a aussi du contenu à aller chercher. Du coup, la newsletter aussi. Là, pour le coup, je suis très active en newsletter et souvent, c'est un peu les coulisses de ce qui peut se passer dans mon business, dans ma tête, et puis aussi des petits tips supplémentaires en termes d'organisation. Donc ça, c'est cool. Voilà. Puis le podcast, évidemment, Bye Bye Procrastination. Ça, sur toutes les Je pense plateformes. qu'on en a suffisamment parlé pour que vous ayez compris que vous pouvez commencer par là. Ah, top. Merci beaucoup. À plus. À bientôt.